Fabienne, c'est peut-être un signe. Bienvenue dans ce podcast, le podcast sans nom. Premier épisode, c'est ma première invitée et je suis très émue et très joyeuse à l'idée de cette conversation de cœur à cœur. Tu es une amie et en fait, tu m'inspires depuis toutes ces années parce que tu es solaire, tu es rayonnante, tu es pleine de joie, tu rentres dans une pièce, on se retourne, tu as toujours une parole gentille et, euh, et, euh, et je suis très honorée de t'avoir comme première invitée et un peu comme ambassadrice du podcast parce que à toi toute seule, tu traduis ce que on peut transformer et arriver finalement d'une souffrance et de gros malheurs en joie, en légèreté. Et je trouve que plus tu avances en âge, plus il y a cette joie et cette liberté et cette espèce de rayonnement. Tu as traversé 2 drames qui sont des drames dont peu de monde peut se relever parce qu'en fait, c'est ce qui, je pense, est de plus dur. C'est perdre pas un mais 2 enfants. Le premier, c'est Kostia. Kostia qui a 21 mois quand il se noie dans la piscine familiale lors de vacances en famille. Et il ne mourra pas, mais il sera très lourdement et gravement handicapé. Et peut-être pour toi, il te fera le cadeau de rester jusqu'à ses 18 ans. Et donc, comme tu le dis si bien, ta vie s'arrête à ce moment-là. Je voulais savoir vers quels outils thérapeutiques ou pas, vers quelles personnes, vers quel type de médecine, vers quel livre t'es-tu tourné à ce moment-là pour traverser cette épreuve? Quels ont été tes outils tout au long de cette aventure? Parce qu'en fait, c'est une aventure qui a duré finalement 16 ans où ta vie s'est axée autour de Kostia. Ça a été un énorme choc, un énorme trauma. Mais au début, je suis dedans à 100%, puisque je reste 1 an en clinique avec lui. Je pense que même on a voulu arrêter l'aide respiratoire à un moment donné à Nice, parce que l'accident a eu lieu à Mougins en 91. Et après, j'ai été 1 an en clinique à Bruxelles. Donc cette année-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais avec Kostia, je faisais tout, je l'observais, je disais aux médecins, ces médicaments-là ne vont pas parce qu'ils faisaient des épilepsies. Donc là, je suis encore dans le milieu médical, je vais faire des examens neurologiques, tous les X, mais tout ça me rend mal. Parce qu'au fait, je sens que ça ne sert strictement à rien. Enfin, pas strictement à rien, mais ça ne m'aide pas et ça n'aide pas Kostia. Et donc, tu es très guidée par ton intuition. Tout à fait. Depuis le début. Depuis le début, parce que même à Nice, déjà, je me tournais vers une autre médecine parce que j'ai cherché dans tout Nice et Cannes des fleurs de bac, le rescue. À l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Et je mettais ça en cachette à Nice, de soins intensifs dans sa bouche. Donc déjà, il y avait quelque chose qui... J'étais déjà dans autre chose, dans une autre médecine sûrement, mais bon, c'était le début. Mais après, quand il était à la maison et que j'ai cherché énormément. J'allais partout. Tu as tout essayé. J'ai tout essayé. Mais au bout de 8 ans, mais j'étais même au fond du trou à un moment donné, parce que c'était très dur. Je trouvais personne qui me comprenait et qui comprenait mon enfant. Donc, personne qui se mettait à mon niveau. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère un miracle? Ah ben oui. Quand la vie est là, elle est là. On ne sait jamais. Vous savez, on ne peut pas dire des informations ni rien. Et puis moi, c'est mon cœur de maman. J'avais un bébé qui était magnifique. Et donc, je cherchais, puis j'ai été même voir un guérisseur. J'ai tout fait. Donc, je ne savais même pas si je n'osais même plus rentrer tellement que j'étais mal. Mais au bout de 8 ans, j'ai une grande amie que j'avais plus vue depuis des années, une amie d'enfance, qui est venue me retrouver. C'était à la mer du Nord. Et j'étais vraiment au fond du trou. Avec Kostia, on partait tous les deux. Et on était très mal. Et elle arrive, et je vois un rayon de soleil qui arrive chez moi. Et je dis, mais Catherine, quelle bonne nouvelle!
voilà, tu viens me voir. Oui, elle me dit, je pense que je connais quelqu'un qui pourra t'aider et aider Christian. Et très vite, tout de suite d'ailleurs, j'étais à la mer du Nord, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette personne. Et elle m'a même dit, vous allez vite. Alors je dis oui, j'ai plus de temps à perdre. Et j'ai été voir cette femme qui était installée à la frontière de la Belgique, Hollande. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Liv. Quel beau nom. Liv, c'était pour moi, le jour où je l'ai rencontrée très vite, j'étais au bon endroit et à la bonne place parce qu'elle m'a compris, elle comprenait mon enfant, elle était à un niveau tellement élevé, donc elle voyait l'âme, elle lisait l'énergétique, l'émotionnel, le corps, enfin tout. Mais c'est-à-dire que c'était une femme qui était à mon écoute et la première chose qu'elle m'a dit, Fabienne, je serai là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc cette livre, comment elle va vous accompagner, Kostya et toi? Elle m'accompagne, je crois qu'elle a cette connaissance de savoir ce qu'il faut lui donner, donc c'est toute la médecine douce. Et en fait, je l'appelle dès que ça ne va pas. Elle me dit ce que je dois faire. Elle me prescrit des plantes, des médicaments, en douceur, mais elle connaissait tous les autres médicaments, comme le Rivotril, l'allopathie, elle connaissait toutes les molécules. Donc pour moi, c'était mon médecin du ciel, honnêtement. Je le dis parce qu'elle est décédée depuis 2012, mais elle m'a accompagnée toutes ces années. Et le jour où je l'ai rencontrée, j'ai plus dû aller voir un médecin. Même pour mes autres enfants qui sont arrivés après le décès de Lara. Donc cette femme, pour moi, m'a suivie. Et quand Kostya est mort en 2007, ben, j'ai continué, moi, à aller la voir. Mais donc cette livre a joué un rôle vraiment très dans ma très important dans ta famille, mais surtout pour Kostya et pour toi, pour tenir le coup jusqu'à sa mort. Oui, en fait. sinon je n'aurais pas pu tenir le coup. Honnêtement, j'étais au fond du trou, je ne savais plus où aller. Et le jour où, honnêtement, j'avais quelqu'un à côté de moi, et qui honnêtement, tout s'est révélé tellement une femme exceptionnelle, pas dans le jugement, à l'écoute, elle disait toujours très très peu de choses, mais ce qu'elle disait était juste, parce qu'elle m'avait dit, quand je suis partie en Afrique, l'année de son décès, elle m'a dit... On y reviendra, on y reviendra. Mais alors je t'arrête là justement, il y a Liv, mais il y a aussi une espèce de foi immense que tu as en la vie. Je pense que c'est aussi un outil, sans ta foi, sans ton... Je ne serais pas sortie de là. Au fait, j'ai réalisé que dès le départ, quand il y a eu l'accident, il y avait une force en moi qui me disait toujours de continuer et de jamais abandonner. Et en fait, je me disais, mais ils ne savent pas. Donc en fait, j'avais déjà cette foi en des choses invisibles, en cette force. Et puis j'ai lu, à un moment donné, pas tout de suite, des livres de... Comment il s'appelle j'ai oublié le nom. Oui, je sais. Ce livre m'a donné une force aussi également, c'était Conversation avec Dieu. Et donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, et là je me retrouvais. Donc c'était comme si moi je conversais avec Dieu. Et donc là j'ai dit, ce que je ressens est tout à fait juste. Mais évidemment la vie m'a mis encore beaucoup d'épreuves, donc j'ai été souvent déstabilisée par l'entourage, par le médecin, par les gens que je voyais, par mon mari, par les peurs, parce que c'est normal. Moi j'avais peur aussi, donc chaque fois, j'encaissais de nouveau des peurs, donc je perdais cette stabilité aussi. Ouais. Et j'avais cette foi. Tu avais cette foi. Donc en fait, il y a eu Liv, il y a eu ta foi, il y a eu ce livre, Conversation avec Dieu, il y a eu Catherine. Qui t'a présenté Liv. Je sais aussi que en 2005, donc 15 ans après l'accident à peu près, tu te mets à écrire un livre, toi, qui est aussi, je pense, un outil très thérapeutique, parce que tu mets sur papier tous tes mots. Tout à fait. En fait, tu peux nous raconter l'histoire de ce livre aussi, parce que je trouve ça intéressant. Au fait, pendant 15 ans, je me suis tue. Je ne parlais pas tout ce que j'avais déjà vécu par rapport à l'accident, la mort de Lara, le couple, tout ce qui s'est passé, c'était terrible. Et donc, j'ai passé pendant 15 ans à me taire, en fait, parce qu'on ne me comprenait pas. Donc, dès que je disais quelque chose, donc, je me taisais, on ne m'écoutait pas. Mais au bout de 15 ans, je me suis dit, là, il faut que je parle.
c'est indispensable, il faut que je sorte tout ça. Et j'avais repris le tennis et une amie m'a dit, je connais quelqu'un qui est écrivain, écoute, ça vaut la peine, essaie de la contacter, je suis sûre qu'elle fera ce travail avec toi. Et très vite je l'ai contactée, une femme merveilleuse, Bénédicte, que j'ai rencontrée. Et elle m'a rencontrée, puis elle m'a entendue, et elle m'a dit, bien sûr que tu sais écrire, parce que je lui ai dit, je ne sais pas écrire, si tu sais écrire, ce sera ta parole, ton écriture. Et nous avons fixé toutes les semaines, quand elle était à Bruxelles, pratiquement tout le temps, ou quand on était là, toutes les semaines, 2 heures, j'allais la voir, il y avait mon dictaphone, et je suis partie de l'accident. Et donc, après les 2 heures, je retranscrivais ce que j'avais dit, puis je tapais à la machine parce que j'ai été secrétaire pendant des années, et puis Bénédicte, on corrigeait, parce que la parole ne passe pas toujours à l'écriture, mais on corrigeait très peu. Au fait, elle me titillait, elle allait plus loin, elle me disait toujours, le lecteur ne va pas comprendre, explique-nous un peu. Et donc j'expliquais, et puis pouf, je me mettais à pleurer encore, donc au fait, c'était vraiment une thérapie. Et au bout de 2 ans, c'est la Toussaint, et au fait, je pars en Afrique avec mes enfants et mon mari, mes autres enfants, donc 4. Kostia est à la maison, comme toujours, et ça, et je lui dis, tu sais, Kostia, je vais faire un vrai voyage, je pars en Afrique, au Kenya. Le premier, finalement, Vrai depuis voyage. l'accident. Oui, je suis partie des Oui, petits sauts, oui, mais j'étais jamais bien, parce que j'étais tellement avec Kostia, je faisais des résurrections de boutons, enfin bref, j'en profitais pas, mais j'étais là. Et en fait, toutes ces années-là, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'étais pas là, en fait. Incroyable, j'étais pas là, j'étais là sans être là. Et là, je pars en Afrique, et Liv m'avait dit, tu vas être interpellée. Et Kostia allait bien, elle était à la maison, j'avais la personne qu'il fallait, même 2, je pense. Et donc, il était dans son environnement. J'avais le masseur qui venait le masser, qui est un Libanais, que j'avais, au fait, introduit à Bruxelles, qui était extraordinaire, qui avait quitté le Liban, tout ce qui se passait. Et puis, j'avais mon amie Catherine qui m'avait dit, tu sais, je ne suis pas partie, je suis là. Voilà, je suis partie en Afrique, magnifique. Et là, au fait, en Afrique, on est dans un endroit extraordinaire, exceptionnel, en jeep, enfin safari, mais très cool avec mes enfants, mon mari. Il y a un couple d'amis et leurs enfants. Et un jour, on appelle notre jeep pour dire il y a un accident qui s'est produit et un bus scolaire s'est renversé, ils ont besoin d'aide. Et notre jeep file là, on n'était pas très loin. Moi, j'avais ma petite bouteille de respire et toutes ces petites gamines étaient sorties du bus. J'ai vu qu'il n'y avait pas de mort, qu'il n'y avait pas de blessés vraiment. Elles étaient toutes en uniforme, ça reste gravé dans ma mémoire. Et je cours vers elles et je mets des petites gouttes Rescue dans leur bouche. Elles m'ont regardé comme si j'étais le bon Dieu qui arrivait. Et pour moi, c'était un cadeau, un cadeau. Et donc, après... Et attends, tu pensais donc que ça. Liv t'avait dit tu vas être interpellée en Afrique, c'était par rapport à cet événement. Cet événement. Donc voilà, donc moi mais je veille, on est dans un camp. Vous étiez chez les Maasai? Oui, à tout ce près. Oui, à D'accord. côté. On était dans un camp, magnifique camp, et tout près du village des Maasai. Et puis le lendemain, on m'appelle pour dire que Kostia va très mal. Et je dis à Samy, tu dois mettre le téléphone près de son oreille, il faut que je lui parle. Et j'ai dit, Kostia, on t'aime très très fort, on va rentrer. Mais tu es seul maître. Et en fait, le lendemain, c'est le jour où nous quittons le Kenya pour aller à Lamu, à la côte. Et on quitte le camp et on se retrouve dans le village des Maasai avec notre jeep. Et là, je reçois un coup de téléphone pour m'annoncer que Kostia est décédé. Et c'est incroyable, on est tous là, notre jeep entouré de ces Maasai. Et voilà, Kostia est mort. Donc c'est le choc sûrement pour mes enfants, mon mari. Moi je suis très calme, très sereine. J'appelle mon amie Catherine, qui est en Belgique, dire va vite à la maison.
vite à la maison. Kostya est décédée. Catherine est allée tout de suite à la maison pour voir Jeanne, qui était toute seule avec une autre personne que je connaissais. Et elle a fait un soin à Kostya pour que son âme se libère très très vite. Celle qui l'a raconté, il faisait beau. Elle m'a dit, écoute, tout était là. Et nous, évidemment, on est rentrés, on est parti à Nairobi, et on est rentré tout de suite en Belgique. Donc quand je suis arrivée, Kostya était décédé. Mais je remercie tous les jours Kostya. Il a choisi son moment. C'était trop difficile. Il n'aurait pas pu partir avec vous, et moi, avec vous autour. Je m'accrochais. Je m'accrochais toujours à Kostya tant que la vie était là. Voilà, je ne voyais pas le temps passer. 17 ans. Ça paraît énorme, mais en fait, le temps ne compte pas. Et en fait, je le remercie tous les jours. Mais je remercie toutes ces années. J'ai pu faire tout ce travail avec lui. Il m'a appris toute cette connaissance. Il m'a appris. Il a attendu. Il nous a enseigné, pas qu'à moi, à toute notre famille. C'était un grand monsieur, avec un amour infini. Parce que pour rester enfermé dans ce corps toutes ces années, il faut être quelqu'un. Et c'était un grand monsieur. Et en fait, je n'ai pas eu de chagrin. En fait, on s'est libérés tous les deux. Et toute la famille aussi. Et toute la famille. Et en fait, après, pour moi, la vie a continué parce que je n'avais aucune culpabilité et je ne réalisais pas d'être aussi bien après son départ. Parce qu'en fait, tu n'as ressenti aucun vide parce que j'imagine qu'une vie passée pendant 17 ans axée autour des soins de Kostya, tu n'as pas ressenti un gros vide. Non, tu avais été au bout de l'histoire. Tu avais tout donné et en fait tu étais libérée et il était libéré. Il était libéré parce que je réalisais que vraiment c'était énorme d'être resté toutes ces années dans ce corps enfermé. Mais moi j'étais libérée aussi et donc je reprenais un cours de vie où je pouvais vraiment être là pour mes autres enfants, de voir ce qui n'allait pas, les observer, les écouter, m'écouter moi, mon mari. Donc il y a toute une phase qui a été de nous soigner. Oui, et de te soigner toi en particulier. Et de me soigner avant tout parce que j'ai donné toute mon énergie à Kostya. Et en fait, j'utilisais tous mes systèmes pour lui, je digérais pour lui. En fait, tout. Donc en fait, mon corps a eu un impact terrible parce que quelque part, mon corps était fermé comme le sien. Je ne me rendais pas compte parce qu'on me voyait toujours bien, magnifique, mais non, le corps avait eu tout l'impact de tous ces traumas, puisqu'il y a eu Lara qui est décédée à la naissance. Mais justement, ça, j'allais y venir, puisque je voulais terminer sur Kostya d'abord et puis aborder Lara. Je sais que Kostya a tiré sa révérence en 2007, et justement d'une façon très élégante, parce qu'il a attendu que vous soyez tous partis pour vous faire le moins de peine possible. Mais il était peut-être arrivé au bout de sa mission, c'est-à-dire toi, te révéler à qui tu es. Mais je sais qu'il est très présent dans ta vie et qu'il l'a toujours été depuis qu'il est parti, qu'il est peut-être plus dans ce corps physique, mais il est au-delà et il est toujours là. Et tu as des anecdotes à me raconter à ce sujet qui sont très, très jolies parce que il y a des histoires où il s'est vraiment manifesté de façon évidente. Est-ce que tu peux me les raconter? Mais il y a juste un signe, un premier signe de lui, c'est un rêve. Donc très vite après son décès, quelques mois après, je rêve que Kostya chante, danse, s'amuse. Et c'est un magnifique rêve. En fait, il fait tout ce qu'il n'a pas pu faire sur Terre. Donc là, ça pour moi, c'est merveilleux. Puis bon, des années après, il est toujours présent. Ça, il fait partie de moi, en fait. Il fait partie de moi. On espère toujours que je l'entende, que je le vois. Non. Et puis, j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps, 2 ans, 3 ans. Et c'est une conférence qui a été menée par un travail. Donc moi, c'est plutôt la spontanéité, mais j'ai fait ce travail. Et j'ai dû me mettre sur une scène. Il y a plus de 100 personnes. Et évidemment, pour moi, c'était un stress terrible. Et l'après, au déjeuner ici à la maison, ma fille Tatiana est là, comme souvent. Elle est déjà âgée, puisqu'elle est mère de 4 enfants. Et elle part au bureau avant la conférence, qui a lieu ici tout près, et elle suit une voiture. Et devant cette voiture, sur le capot arrière,
il y a un énorme autocollant Costia sur scène, écrit de la même façon. Elle m'envoie la photo, mais je dis, mais quel signe! Mais ça, c'est improbable. C'est improbable. Donc, on est tous là. Wow, moi, je suis sur un nuage. Je trouve ça, je le remercie. Je dis, wow, c'est magnifique. Je ne sais pas qui c'est Costia sur scène. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve incroyable. Alors justement, on sait que toutes les grosses épreuves douloureuses sont transformatives et transformatrices. Dans le cas de Costia, pour toi, qu'est-ce que Costia a transformé en toi? Voilà, de la Fabienne d'avant à la Fabienne de maintenant. Costia, je le remercie encore tous les jours. C'est mon plus grand cadeau lorsque ça a été une épreuve terrible pour nous tous. Mais c'est mon cadeau. Au fait, Costia m'a donné la vie. Avant l'accident, j'avais un mari, une maison, j'avais tout. J'étais bien, j'avais tout. Mais j'étais pas heureuse. Je ne mettais pas de mots, on ne parlait pas à l'époque. Et un jour, mon mari dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je dis, oh, je ne sais pas. Et tout à coup, je lui ai dit, oui, je sais, je me sens inutile. Inutile. Et puis, peu de temps après, j'avais déjà eu des choses dans ma vie où je ne me retrouvais pas, je ne me reconnaissais pas. Et puis il y a eu l'accident. Et l'accident, ça a été vraiment, comment dire ça? La mission de vie. Ça a été une mission, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, j'ai tellement appris. Il a révélé au fait qui je suis, mon essence, qui je suis, mon identité. Et toutes ces années m'a préparé à réaliser qui j'étais. Parce qu'au fait, je me sous-estimais, je ne me rendais pas compte qui j'étais, pas du tout. Et là, toutes ces épreuves m'ont révélé qui je suis, au fait, mon identité de base. Et aujourd'hui, je continue encore à me libérer, à réaliser, Fabienne, à prendre ma place, à prendre confiance. Et au fait, comme quoi le temps n'a pas d'importance. J'ai quand même un certain âge, mais on ne le voit pas. Non, bah non, tu rayonnes. Tu as un rayon de soleil. J'ai cette énergie de vie. J'ai cette énergie de vie aujourd'hui. Donc, Costia, quel cadeau. Comme quoi, il faut accepter. Enfin, voilà, je peux dire ça aujourd'hui. Tu peux témoigner puisque c'est ton histoire. Il faut accepter ce qui nous arrive. Ce sont des signes, ce sont des outils pour passer au travers et dire, allez, pourquoi? La cause, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et tout à coup, hop, on passe une épreuve. Puis, il y a autre chose qui arrive. Moi, je peux en parler. Il y en a eu plein. Et je n'ai jamais mis sur la faute sur quelqu'un d'autre. C'est ce que j'allais te demander. Mais ma force aussi, c'est d'avoir trouvé une personne qui était à un niveau exceptionnel. Sinon, j'aurais pas pu m'en sortir. Honnêtement, c'était trop dur. Et là, elle me respectait et elle me laissait faire mon chemin. Parce que c'est un chemin. Nous avons chacun, nous sommes maîtres de nous. On est maîtres de nous. Mais évidemment, souvent, on n'a pas la force, on est faible, on est mal entouré, mal guidé. Et donc, il ne faut pas se perdre. Et donc, en 2026, aujourd'hui, la Fabienne d'aujourd'hui, tu es sur ton chemin de vie. Ah oui. Tu es alignée. Je suis alignée et je sens que je vais encore découvrir beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour donner l'espoir aux gens, transmettre un petit signe, une parole, une gentillesse. Parce que je crois que j'ai un cœur énorme et que je suis à l'écoute des gens. D'ailleurs, j'aime m'entourer de gens aussi. Je sens s'ils vont bien ou pas bien. Et aussi, je ne veux pas me laisser bouffer non plus. Parce qu'il y en a qui tu as pris ta place. Aujourd'hui, tu as pris ta place. Voilà. Mais de toute façon, ça se voit, tu rayonnes. Il y a vraiment quelque chose de... Tu vois, on voit que tu as transcendé tout ça et que tu en as fait vraiment quelque chose de très fort. On continue parce que Costia, évidemment, a pris 17 ans de ta vie, mais il y a eu quand même une petite puce aussi. Il y a eu Lara en 2003, donc 2 ans après l'accident. Tu es enceinte de Lara, qui doit naître le 26 janvier 1993 et qui va naître morte, puisque la veille de ton accouchement, la nuit de sa naissance, elle s'enroule autour de son cordon et tu arrives à l'hôpital le matin et tu vas accoucher d'un bébé mort. Et à ce moment-là, Fabienne, c'est là où vraiment tu as toute mon admiration. C'est comment on fait techniquement quand on vient d'avoir un accident dramatique comme celui de Costia, quand on accouche d'un bébé mort, à quel moment, comment on fait pour surmonter encore cette épreuve
enfin c'est un destin qui s'acharne quoi. On fait comment? Techniquement, on fait comment pour se relever de ça? Et je pense que comme il y a eu l'accident de Costia, ça faisait 2 ans, que j'étais tellement avec Costia, que j'avais tellement à faire avec Costia, qu'au fait, la nuit de la veille de l'accouchement, parce que c'était vraiment, elle venait que 26, donc elle est née le 26, la veille, elle bouge, mais on faisait beaucoup moins d'examens, tout ça, donc elle bouge énormément. Mais moi, je ne réalise pas que, je pense pas une seconde qu'en fait, elle se débattait. Pas une seconde. Parce que mon esprit est avec Kostia, avec le bébé, j'ai une grossesse magnifique. Pas un problème, rien. J'arrive en clinique, l'infirmière, j'ai des contractions le matin. Donc c'est le 26, donc c'est le jour de l'accouchement. L'infirmière ne trouve pas le cœur. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle est cruche? C'est ça que je me dis ça. Et puis le médecin arrive en courant. Il me dit, Fabienne, tu vas accoucher d'une petite fille morte. Et en fait, l'accouchement se fait très rapidement. Je l'ai sur moi morte. C'est un choc. On veut l'habiller. Je réponds, pourquoi l'habiller? Donc j'ai des nouveaux de réaction. Mais j'ai dit au médecin, je pense qu'elle a préféré repartir. J'ai dit ça. Elle a préféré repartir. J'ai trop de choses. J'ai trop travaillé avec Kostia. Et je crois que c'est ça qui m'a fait tenir. Oui, parce que, une autre. Je parle de moi en l'occurrence. Tu fais une dépression nerveuse après ça. Mais tu bien fais un sûr, burn-out. elle était magnifique, magnifique, une belle petite puce comme tous mes enfants. Ils sont tous beaux les enfants, mais bon, elle était magnifique. Donc voilà, j'ai accepté ça, comme l'accident de Kostia. Et donc une espèce de force de vie, une force vitale. Et tu reprends à chaque fois le dessus. Et je pense que j'ai cette force, cette énergie. Énergie de vie. De vie et féminine, parce qu'on l'a tous. Pourquoi? C'est nous qui observons nos enfants, on accouche, on a ces petits êtres, où c'est dur, on fait des burn-out, parce que beaucoup de femmes, elles sont mal après. Mais on a quand même en nous un pouvoir et une force. D'où cette intuition que les hommes ont, mais qui commencent peut-être à développer maintenant, mais qui est extraordinaire. Et je crois que la vie même a voulu me montrer cette force que j'avais en moi, qui je suis au fait. Et que tu ne voyais pas. Et que je ne voyais pas. Parce que déjà jeune, je ne réalisais pas. Je crois que tout le monde m'admirait, mais moi, je ne voyais pas qui j'étais. Voilà, la Josée. Il a fallu que la vie te montre par des choses et te bouscule pour que tu ouvres les yeux. Je crois que je portais tout un passé dans mes cellules. Je peux en parler. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, je portais beaucoup, même de vie antérieure. Si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Moi, ça m'est égal, mais en tout cas, moi, tout ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et m'a ouvert évidemment à beaucoup de choses. D'où aujourd'hui, j'ai cette foi en ma vérité. En ma vérité. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai découvert aujourd'hui. On n'a plus à me dire quoi que ce soit, même pour ma santé. Quel est ton rapport à la mort après tout ça? Là, aujourd'hui, je sais que, à mon avis, je vais encore vivre beaucoup d'années, avec une vitalité extraordinaire. Et quand j'aurai fini, quand j'aurai fait ce que j'ai à faire, je partirai et je pense que je partirai en douceur. Et j'ai cette confiance et cette foi que tout sera juste en fait. Ouais. Dans ton quotidien maintenant, tu vas avoir 70 ans, tu fais 10 ans de moins. Quels sont tes moments de joie, Fabienne? Les moments de joie, c'est quand je suis vraiment juste alignée avec ce que j'aime. On me fout la paix. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Et que j'adore. Qu'est-ce que tu aimes J'aime être avec ici, dans ce paradis, qui est encore un cadeau de mon papa, qui est au bordure de forêt, d'être avec mon mari, d'avoir pu traverser tout ça avec l'homme de ma vie. Parce que nous avons eu quand même 6 enfants ensemble. Donc c'est mon plus beau cadeau d'être avec mes enfants, mes petits-enfants, et de vaquer comme je le sens, aller jouer au paddle, me promener dans la forêt, et de ne pas faire pour faire. Donc ça c'est fini. Si je dois travailler, faire quelque chose, je sais que je le ferai. Et ça va couler de source. Et donc voilà, je profite de la vie et je prends la vie comme elle vient. En fait. Je ne me mets plus Il n'y a plus d'enjeu. Non. On y va? On va rentrer. Allez, dernière question. Et c'est la dernière. Fabienne, en t'écoutant et puis en te connaissant,
tu as été quand même une grande pionnière dans toute cette médecine parallèle, dans la foi en plus grand que soi, dans l'ouverture au monde invisible. Alors on en parle depuis ces 10 dernières années de façon très intense, mais toi, cet accident date d'il y a presque 30 ans. Tu as été très avant-gardiste et très pionnière finalement, peut-être sans le savoir, mais dans toute cette façon de penser, cette démarche. Ah oui, et tu as dû être vue comme un extraterrestre. On pensait que... Qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère un miracle, elle est folle. Elle est folle. On me prenait vraiment pour... pour une frappe à dingue. Voilà. Et j'ai cherché, mais en plus, j'ai eu des canalisations, j'ai eu des messages, j'ai eu de l'écriture automatique de personnes. J'ai eu que des cadeaux. Et au fait, j'ai tout retapé. Tous ces messages, j'ai mis ça dans un cahier. Et c'est incroyable, parce qu'au fait, il y en a même une qui m'a dit, mais vous êtes comme un carrousel, vous êtes l'axe, et tout le monde tourne autour de vous. Elle a dit ça il y a des années. Et en fait, mais tout ça m'a tellement aidée, parce que je me retrouvais là-dedans. Donc, quelque part, dans une autre vie, j'étais peut-être sûrement une sorcière qu'on a dû brûler, parce que je dérangeais. Mais aujourd'hui, tu vois, en te voyant rire, en te voyant croquer la vie à pleines dents, tu es toujours entre deux voyages, entre deux tournois de paddle. Je trouve que tu es un tel exemple alors j'aime pas ce mot résilience parce qu'il est tellement utilisé, mais tu es un vrai exemple de à quel point la vie peut te mettre des choses tragiques et tu peux les surmonter et tu peux en faire quelque chose de magique. Pour moi, tu es une source d'inspiration et je te le dis depuis que je te connais, tu es un soleil, tu es de la lumière sur pattes, quoi. Mais depuis, au fait, toutes ces transformations que j'ai pu faire, voilà, j'y suis arrivée. En fait, je me rends compte que tout ce travail, au fait, je suis très fière aujourd'hui. Je n'étais jamais fière de moi. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je peux faire un bilan. J'ai dit, waouh, j'ai construit, nous avons construit, parce que mon mari, on est quand même deux, nous avons construit cette famille. On a traversé toutes ces difficultés. Mes enfants ont tous pris leur place. Ils sont tous bien lorsqu'ils ont tous eu des traumas que j'ai pu guider à l'époque, que j'ai cherché, mais comme je savais où les mener. Donc, en fait, ils sont guéris. Moi, j'ai une petite question derrière la caméra, si vous voulez bien entendre avec le micro. Ce serait quoi une leçon que vous pouvez donner à la jeunesse, à quelqu'un qui a 20 ans comme moi, après avoir eu une vie aussi tourmentée? Aujourd'hui, vous allez sûrement avoir des expériences également, et de pouvoir franchir toutes des étapes dans la vie. Et ne jamais abandonner. Donc, chercher, c'est difficile, il faut chercher de l'aide. Moi, ça, c'est très, très important. Et l'aide doit correspondre à ce que vous ressentez et ce qui est juste. Que ce soit un médecin, que ce soit un thérapeute, n'importe quoi. Un livre, parfois un livre. Un livre, et vous écoutez. Vous écoutez parce que ce que vous ressentez par rapport à ce que vous voyez, la personne et tout, eh bien, vous aurez le signe si c'est juste pour vous ou pas. Mais ne jamais abandonner. Parce que la vie est là et que ce sont des cadeaux. Et on doit profiter d'être ici sur Terre parce qu'on a la chance d'être sur Terre. Et quand on voit tout ce qui se passe autour, on est encore bien lotis. Et donc voilà, moi j'ai dit, aujourd'hui je trouve que la vie pour moi elle est sacrée. Et quand on a fait ce qu'on doit faire, on partira. Moi j'ai eu la chance, c'est que Kostya est resté toutes ces années. S'il était parti tout de suite, je ne pense pas que je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Oui, parce qu'en fait, ces 16 ans, ça a été 16 ans en fait, de travail sur toi. Toi, ça a été ces 16 ans où tu t'es révélé à toi-même. Parce qu'en fait, en plus, en partant, en tirant sa révérence en 2007, toi, ça fait 2 ans que tu écris le livre, tu rentres du Kenya et tu écris le mot de la fin. Tu termines le livre une fois qu'il est mort. Donc en fait, tout est dans la ligne du temps, tout est tellement juste. Et tu édites ce livre en quoi? En 2009, tu m'as dit? Oui, en 2009. Donc voilà. Exactement. Donc c'est quand même la fin d'un chapitre. Ton mantra? Ne pas abandonner. Jamais. Ne jamais abandonner. Et donc je pense qu'on récolte pour finir quand on cherche et qu'on n'abandonne pas. Il y a quand même une petite lumière qui arrive. Et de temps en temps, l'histoire se termine.
de temps en temps pas. Et puis il y a des surprises qui peuvent arriver. Et je pense que tout ça nous apporte... moi je dis toujours que je récolte ce que j'ai semé. Mais donc ne jamais abandonner, ce serait ton mantra. Oui, ne jamais abandonner. Ok. Jamais abandonner. Ouais. Fabienne, ça a été, mais alors, un plaisir, ça a été un honneur, ça a été une joie, mais immense, d'ailleurs, regarde, de passer ce moment avec toi, d'avoir cette conversation vraiment de cœur à cœur. Je suis heureuse de pouvoir faire ce partage avec toi et de pouvoir partager avec beaucoup de personnes, parce que donner l'espoir aux gens. Ça, je crois que c'est pas ma mission, mais si je peux transmettre et donner de l'espoir aux gens, de ne pas abandonner. Mais là, je pense que tu as réussi. Franchement, je pense qu'en t'écoutant aujourd'hui, je pense que tu as rempli ton contrat. Ah oui, et puis merci. merci. Tant pis pour les micros.